Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau live, ce nouveau cinéma.exe où aujourd'hui on va parler, on va donner un petit peu nos conseils entre guillemets en tant que non professionnel du milieu sur comment réaliser des adaptations, mais ça on verra ça dans la deuxième partie de l'émission. Mais d'abord on va commencer par dire bonjour à Jean Terge qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour à toi. Enfin bonsoir. Bonjour à tous. Bonsoir plutôt, parce que c'est vrai qu'on est un petit peu le soir, il est 20h. Bonsoir. C'est Mais vrai. donc du coup on va passer sans plus tarder à notre première rubrique qui sont les news de cinéma.exe. Première petite news qui est du coup une huitième news puisque j'en avais que 7 pour aujourd'hui, mais je vais en rajouter une petite huitième. C'est un petit mea culpa par rapport à la semaine dernière où vous n'avez pas eu de cinéma.exe sur YouTube, ni la rediff, ni la version remontée le mardi, et ça c'était entièrement ma faute. Je l'ai expliqué sur Twitter. C'est simplement parce que j'ai oublié de lancer le record de l'émission la semaine dernière, donc malheureusement si je ne recorde pas, je ne peux pas vous faire de rediff puisque je ne sais pas pourquoi Twitch ne veut pas faire de VOD, mais ça me convient très très bien comme ça, je ne toucherai pas à Twitch. Mais par contre cette fois-ci j'ai réglé mon logiciel de streaming pour qu'il recorde dès qu'il lance un stream, donc vous aurez bel et bien une rediff qui sortira demain, et vous aurez bel et bien une version montée qui sortira mardi, puisque le logiciel est déjà en train de record, et ça c'est cool. Du coup maintenant, autre news, on va commencer avec les news aussi de la semaine. Donc le 3 mai, nous avons la bande-annonce pour la série de Catch Hills avec Stephen Amell qui sortira sur Starzplay le 15 août 2021, qui est donc sorti. Donc un petit peu, je suis pas très fan de catch, mais je sais qu'il y en a certains potentiellement qui peuvent être intéressés. Autre news du 3 mai, une autre bande-annonce, c'est la bande-annonce pour la série animée Arcane, série animée qui sera publiée par Netflix, qui se déroule dans l'univers de League of Legends. Je sais pas encore, apparemment il parle d'un event, donc potentiellement il y aura un recoupé avec un event qui se déroulera en parallèle sur League of Legends en même temps que la sortie. Je n'en sais pas plus, tout ce que je sais c'est que c'est une nouvelle série animée autour de League of Legends qui sortira donc sur Netflix. Et ensuite, la grosse news entre guillemets de la semaine, mais je vais pas rentrer dans le détail sur ce qui s'est passé dans cette news, je vous laisserai aller voir la vidéo qu'ils ont publiée qui détaille déjà tout. C'est Marvel Studios qui a publié sur YouTube une vidéo où il parle un petit peu du cinéma, enfin oui, c'est une vidéo courte de 3 minutes 09 où ils disent voilà ce qu'on a vécu au cinéma tous ensemble et on a hâte de vous retrouver au cinéma. Sauf que cette petite vidéo n'est pas si anodine parce qu'en réalité, juste après, ils ont balancé des images exclusives du film The Eternals et Shang-Chi et la quête des anneaux. Et en plus de ça, ils ont balancé le titre et les dates de sortie. Alors les dates de sortie, c'est juste mois et année de sortie de tous les films de la phase 4 jusqu'au prochain Avengers, sans révéler ni le titre ni la date de sortie du prochain Avengers. C'est-à-dire que par contre, tous les autres films, vous avez leur date, leur titre, qui ont été publiés, et donc vous pouvez toutes les retrouver sur la vidéo qui est donc disponible sur la chaîne YouTube de Marvel FR ou Marvel Studios, je crois qu'elle s'appelle la chaîne. Voilà, vous pouvez les retrouver, comme ça sera rempli. Alors bien évidemment cette semaine ça a été beaucoup de news autour de Disney et de Marvel. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, il y a eu le 4 mai qui est May the 4th en anglais, donc May the Force be with you, qui est en référence à Star Wars, et Star Wars appartenant à Disney. Voilà, donc il y a eu beaucoup de news aussi autour de ça, même si il y aura 3 petites news après qui ne sont pas en rapport. Mais du coup, le 4 mai, on a eu une petite news sur le compte Twitter Marvel Facts, qui est un compte Twitter qui fait pas mal de leaks autour de l'univers Marvel et de ce que font les studios Marvel, et qui ont leaké ce qui pourrait potentiellement représenter une nouvelle bande-annonce pour la série Loki, qui donc arrivera cet été sur Disney+. Donc je vous invite à aller la regarder, où on voit des extraits inédits qu'on n'avait pas encore vus jusqu'à maintenant dans la bande-annonce qui était sortie. Le 5 mai, on a la sortie de la bande-annonce du film Benedetta, qui est donc le prochain film de Paul Verhoeven, qui a l'air extrêmement intéressant, qui parlera justement d'une nonne lesbienne. Donc j'ai un peu hâte de voir ce que ça va donner, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est un petit peu tabou dans la religion catholique, et ça a l'air d'être très très intéressant, et surtout que c'est du Paul Verhoeven, donc on va voir ce que ça va donner. Et ensuite, le 6 mai, on a deux news. Première chose, c'est Netflix qui a dévoilé la première bande-annonce pour la saison 4 de Stranger Things. Donc on a enfin une bande-annonce qui annonce que, en effet, la saison 4 arrive très bientôt, parce qu'en général, quand ils sortent une bande-annonce, ça arrive très rapidement derrière. Et enfin, la dernière news pour cette semaine, c'est le festival du film Tribeca, donc qui est un festival de films américain qui a été fondé par, si je me souviens, Robert De Niro, qui a révélé que cette année, pour la première fois, ils allaient le faire, parce que c'est vrai que depuis quelques temps, ils parlaient beaucoup de jeux vidéo, ils avaient déjà des jeux vidéo, et bien cette année, ils récompenseront des jeux vidéo, en plus de récompenser des films durant le festival. D'ailleurs, ce festival, pour ceux qui s'y intéressent, se déroulera cette année du 9 au 20 juin, mais par contre, ce sera sur des horaires bien évidemment américaines, puisque c'est un festival américain. Et enfin, pour les sorties en salle du 5 mai,
Bah voilà, je pense que vous êtes au courant que les cinémas sont toujours fermés, mais on espère que ça va changer rapidement et on vous en parlera normalement la semaine prochaine puisque la réouverture est prévue pour le 19. Et donc maintenant il est temps de passer à notre deuxième rubrique, parlons-en, parlons bien, où aujourd'hui le sujet c'est comment adapter une œuvre au cinéma. Parce que c'est vrai que on avait déjà fait un sujet où on avait traité justement des adaptations au cinéma, de montrer que bah, des fois il y avait des bonnes, des fois il y avait de mauvaises adaptations, des fois il y avait des bonnes adaptations qui étaient des mauvais films, des fois il y avait des bons films qui étaient des mauvaises adaptations, des fois des bons films qui étaient des bonnes adaptations, etc. etc. On avait déjà parlé, on en reparlera sûrement parce que c'est vrai que le sujet des adaptations, c'est un sujet qui est très vaste. Il y a énormément de choses à dire dessus, hein. Je pense que tu es d'accord avec moi là-dessus, Jean-Terge. Totalement, totalement. Il y a vraiment beaucoup à dire et beaucoup à faire, beaucoup à ne pas faire aussi. Et justement, aujourd'hui, on va essayer de voir en fait euh, comment on pourrait théoriquement adapter une œuvre au cinéma pour bah, du coup proposer une bonne adaptation et essayer d'avoir une bonne adaptation avec un bon film. Alors ça, après, faire un bon film, on n'est pas là pour vous dire comment faire ça, puisque bah, ça dépend de beaucoup de choses, de beaucoup trop de facteurs qui ne peuvent pas être donnés à l'avance, on ne peut pas dire à l'avance, si on fait ça, ce sera un bon film. C'est pas possible. Ça peut être un film normal ou les bons films, c'est vraiment des films qui vont un peu sortir du lot. Et bah on peut pas forcément. Des fois, c'est parce que justement le mec a tenté un truc qu'on s'attendait pas qui fait que c'est un très bon film ou un bon film. Bon après un film classique, si on suit juste les codes classiques, on se les approprie à peu près bien, ça Et passe, voilà. mais on peut pas vous donner plus que ça au final comme conseil que bah faites ce qui marche. Si vous voulez faire un truc classique, faites ce qui marche, bah c'est tout ce qu'on pourrait vous donner comme conseil, donc on fera pas ce sujet. Par contre pour l'adaptation, il y a beaucoup de choses à voir et à dire. Et on terminera aussi avec une petite question qui peut être très intéressante, c'est doit-on continuer à faire des films d'adaptation? Alors je mets des guillemets sur le terme film d'adaptation, parce que ce que je veux soulever avec cette question, ce n'est pas est-ce qu'on doit continuer de faire des films qui adaptent des livres, etc. Mais c'est surtout est-ce qu'on doit continuer de les appeler films d'adaptation? C'est le sujet, la petite question, on Pas reviendra forcément dessus juste après. convaincu, clairement. On reviendra dessus juste après, mais d'abord, on va essayer Ouais. de voir, bah, en fait, quelles sont les pistes que peuvent suivre des réalisateurs, des scénaristes, des gens qui veulent se lancer dans un film d'adaptation pour réaliser un film d'adaptation et bien faire l'adaptation pour réussir. Je pense que tu serais peut-être le mieux placé pour potentiellement commencer, puisque bah, tu es quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à ce cinéma-là, donc je pense que tu pourrais Mm. donner pas mal de petits trucs. Ben, effectivement, comme tu as dit, je m'intéresse beaucoup parce qu'il y a. Comment dire? Je regarde. Enfin, je pense que tout le monde l'aura remarqué, je suis un très gros cinéphile. Mais malgré ça, je regarde quand même assez peu de ce qu'on pourrait appeler des classiques. À part vraiment quand ils ont un style bien à eux. Et je suis quelqu'un qui est beaucoup plus versé dans tout ce qui est jeux vidéo, dans la littérature, un peu moins dans les mangas et animés, même si ça l'est quand même un peu. Mais pour ce qui est dans le cas de la littérature et des jeux vidéo, c'est ce qui ont le plus, je trouve, souffert des adaptations, étant donné que on a plus souvent en fait eu droit à des adaptations se voulant, on va dire, fidèles, malgré le fait que ça donnait accès à des films de merde. Ou le problème, justement, le fait de vouloir faire en sorte que le film se vende et du coup d'oublier ce qui fait l'attrait de la série ou l'attrait de la série de livres ou de jeux et qui ruine totalement un film. L'exemple le plus récent, c'est Monster Hunter, que, qui est, je pense, ma série de jeux favorite. Et pour le coup, je n'ai absolument pas parlé de ce film dans les recommandations alors qu'il est sorti il y a quand même un bon moment. Et c'est parce que tout simplement ce film, en termes d'adaptation pure, quand on connaît l'univers du jeu, déjà, sincèrement, c'est une belle insulte, parce que on voit que du coup, W.S. Anderson a regardé à peu près ce qu'il y avait dans le jeu, à peu près ce qui existait. Il a fait, bon, alors on va prendre ça, on va prendre ça. Il y a quoi qui marche? C'est World qui marche? Bon, on va prendre ça, ce qui marche. On va prendre l'acteur random, lui, l'acteur random, lui, l'acteur random, lui, pour faire les personnages du jeu. Et c'est tout. Sauf que, ben, c'est pas comme ça que tu fais un film d'une adaptation, surtout un jeu qui se base sur son gameplay. C'est aussi le problème de faire un film tiré d'un Monster Hunter, c'est que les Monster Hunter, bien qu'ils ont une histoire qui est très poussée et qu'ils ont un lore qui est très conséquent, parce qu'on parle quand même d'un jeu enfin, d'une série de jeux où je pense qu'on s'approche bientôt des 10 opus, sincèrement, ce qui n'est pas rien quand même. Je compte 10 opus en comptant les séparations occidentales et les séparations orientales. Étant donné que la plupart du temps, quand un jeu sort, il y a la version de base et la version Ultimate, où il y a des trucs en plus. Mais pour moi, ça reste des versions différentes.
étant donné qu'ils apportent des choses différentes. Donc oui, un jeu qui se base en grande partie sur le gameplay, déjà c'est très dur à adapter. Que ce soit W.S. Anderson qui l'adapte, c'est pas si étonnant que ça quand on voit ce qu'il a fait à partir de Resident Evil. Je dis pas que les films Resident Evil sont mauvais, ils sont très intéressants, mais pareil, quelqu'un qui adore Resident Evil dira que ça n'a rien du tout à voir. C'est pas des bonnes adaptations, Le c'est ce qu'on avait premier, expliqué, hein. C'est des voilà, films qui sont le premier, intéressants, mais sans être des bonnes adaptations. c'est ça. Le premier et le deuxième film, ça passe, on sent l'approche de Resident Evil, mais à partir du troisième, on part dans de l'action pure, et puis c'est tout. Il n'y a plus aucun rapport avec Resident Evil, si ce n'est que le nom. Et le problème, c'est que, par exemple, Monster Hunter a souffert de ça. Donc je parle beaucoup de jeux, mais les livres également. Par exemple, une série de livres que je pense peu de personnes aujourd'hui connaîtront, mais qui, pour moi, m'a énormément aidé à faire ce que je suis aujourd'hui et qui m'a énormément marqué, c'est la série des Épouvanteurs. Donc, qui a de grosses similitudes, on va dire, avec les sorceleurs, donc The Witcher, malgré le fait que ce soit à des époques et des styles différents, le gros du métier de sorceleur ou d'épouvanteurs est à peu près pareil, c'est chasser l'obscur. Là où The Witcher est plus basé sur de l'action et de l'heroic fantasy, on va dire, l'épouvanteur, c'est beaucoup plus basé sur du thriller horrifique, on va dire. Il y a moins d'action physique, de combat pur, on va dire, que dans un sorceleur. Et quand on voit le film qu'il y a eu, oh bon sang. Voilà, c'est simple, pour moi ce film n'existe pas. Je l'ai regardé, et putain, je l'ai regardé, c'est ça le pire, et j'aurais aimé ne jamais le voir. C'est un peu gros, mais pour dire que faire une bonne adaptation, ça demande beaucoup de sacrifices. Donc le problème, c'est que de base, quand tu adaptes quelque chose, ça demande des sacrifices. Soit tu veux que ton film se vend, et dans ce cas-là, tu oublies une très grande partie de ce qui se fait en termes d'adaptation, soit tu cherches d'abord à respecter et tu essaies de concilier les deux. Il y a des films qui arrivent à très bien joindre les deux morceaux, on va dire. Je prends l'exemple de Prince of Persia, qui malgré le fait qu'il y a des grosses ficelles scénaristiques, sincèrement, c'est pas une si mauvaise adaptation que ça, et ce n'est pas un si mauvais film que ça. On ressent à peu près même si le fait qu'il y a énormément de choses fausses, on va dire fausses, mais illogiques dans le film, on ressent ce qui faisait justement L'essence du jeu. l'intérêt, l'essence du jeu, voilà, tout en gardant quand même le fait que le film reste très intéressant derrière. Donc c'est pour ça, pour moi, tu peux pas réellement faire une adaptation pure et dure et te dire, ok, je respecte à 100% le livre et ça fera un super bon film. Rien qu'à voir par exemple la série d'Harry Potter. Ça reste des très bons films, c'est des bonnes adaptations, mais pour ceux qui auront déjà regardé les films avec quelqu'un qui a lu les livres avant, tout le monde a eu droit au bah dans le livre ça se passe pas comme ça. Et évidemment, ils ont dû faire des sacrifices. Je dirais pas qu'il y a de mauvaise manière de le faire. Ça dépend, on va dire, du réalisateur qui s'en occupe, hein, évidemment, et aussi de l'ampleur de l'œuvre originale, que ce soit le jeu ou le bouquin. Mais je dirais pas qu'il faudrait arrêter les adaptations, je dis juste qu'il faudrait arrêter de les refiler à des mauvaises personnes. Non, c'est justement ma question, hein, c'est ce que j'avais dit, c'est que la question que je pose, ce n'est pas sur le fait de continuer ou non à faire des films d'adaptation, c'est sur le fait d'utiliser le terme film d'adaptation. Ben, Et tu vas voir où je vais en venir quand je poserai la question en expliquant un peu plus la question. Pour l'instant, on met ça de côté. Le problème, c'est que si tu fais une adaptation pure et dure, comme je disais, si tu respectes à 100% le terme d'adaptation, ben, je ne pense pas que tu puisses réaliser un film adaptation qui fasse moins de 2 heures et qui coûte moins de plusieurs millions, sans déconner. Oui, À part sur c'est des pour trucs ça qui se passent de qu'on façon moderne. on en reparlera à ce moment-là, en fait. C'est sur la fin. Mais voilà, enfin, Là, pour l'instant, on s'intéresse à comment, en fait, quelles sont les pistes qu'on peut suivre pour réussir à bien faire une adaptation au cinéma. Et l'une des pistes, du coup, que tu as surtout soulevé, c'est d'éviter de tomber dans soit je fais juste mon full film et je chie sur la gueule de l'univers, et faire l'effet opposé qui est de je respecte à 100% l'œuvre originelle, quitte à faire un film qui est du coup à chier parce que c'est pas possible d'adapter c'est ça. exactement comme il faut. Donc ça, déjà, c'est le premier type, c'est arriver à trouver le juste milieu entre respecter le matériel d'origine et quand même l'adapter pour le caler dans un film et faire un film qui soit cohérent et qui C'est ça. marche. Et le problème, c'est que ce juste milieu, il est pas simple du tout à trouver, en fait. Il est vraiment... Par exemple, dans l'idée, j'ai cité des œuvres qui étaient des mauvaises adaptations, des mauvaises adaptations, mais qui donnaient du coup des mauvais films. C'est vrai que c'était pas forcément un des exemples les plus pertinents. Mais dans l'idée, j'ai pas, là en tête, moi, j'ai pas forcément d'idée
de films qui auraient floppé, hein, sincèrement, et qui derrière restent des bonnes adaptations. J'en ai pas forcément en tête actuellement. Il aurait fallu que tu regardes le dernier épisode de Cinéma.exe où on avait pas les adaptations puisqu'on en avait cité. Je les ai plus en tête non plus, mais je sais qu'on en avait cité. Donc si ça vous intéresse, vous pourrez aller voir du coup le dernier épisode qu'on a fait. Je vous retrouve la date à laquelle on l'avait sorti. De toute façon, ceux qui regardent sur YouTube la rediffusion et la version montée, je vous le mettrai dans la description. Comme ça vous le saurez. Mais on en avait parlé. C'était il y a un petit moment déjà. On avait parlé justement de l'adaptation au cinéma. Voilà, c'était le 21 novembre 2020. Le sujet était pourquoi beaucoup d'adaptations sont mauvaises. Et justement, on avait expliqué en fait que c'est pas forcément des films qui sont mauvais qui vont être de mauvaises adaptations. Des fois, ce sont des bons films qui sont de mauvaises adaptations. Des fois, ce sont de mauvais films qui sont de bonnes adaptations. Et on avait cité des exemples sur tous les cas en fait. Des bons films qui étaient des bonnes adaptations, des mauvais films qui étaient des mauvaises adaptations, des mauvais films qui étaient des bonnes adaptations et des bons films qui étaient des mauvaises adaptations. On a tout cité. On a cité dans les 4 catégories. Donc je vous inviterai à aller le voir et je vous mettrai de toute façon le lien vers la rediffusion puisque là on a une rediffusion pour ce sujet là dans la description pour ceux qui suivront la rediff sur YouTube. Est-ce que tu aurais d'autres pistes qui pourraient aider justement à savoir qu'est-ce qu'on adapte, qu'est-ce qu'on adapte pas en fait dans un livre? Parce que c'est vrai que par exemple moi si je lis un bouquin, je vais citer un exemple parce que j'en l'ai sous la main, c'est Métro de Dimitri Glukovski, qui est un putain de bouquin, c'est un pavé qui est rempli de plein de choses. L'univers est extrêmement complexe. Donc si jamais par exemple je devais adapter les métros au cinéma, on va imaginer je dois adapter Métro 2033. Enfin pas 2033, on va plutôt dire 2035 puisque 2035 il n'a pas eu d'adaptation vidéoludique, ce qui n'est pas le cas de 2033 puisque 2033 a été adapté en jeu vidéo. Mais 2035, on imagine voilà, il n'y a aucune adaptation qui a été faite de cette œuvre. Qu'est-ce que je pourrais prendre dedans en fait? Déjà plus se renseigner sur le matériau de base au lieu de juste dire voilà qu'est-ce qui fait son succès, juste regarder, enfin arrêter de regarder en surface le matériau de base déjà. Je trouve que c'est vraiment le meilleur moyen de niquer le principe et de juste tout foutre en l'air. Après, je suis d'accord que sur certains livres et certains jeux, ça reste quand même quelque chose de conséquent de se renseigner autant, mais juste passer au-delà de la surface en fait. Juste quand même aller voir un peu les choses un peu plus en profondeur quand même. Donc là, par exemple, juste... si on reprend l'exemple de Métro, tu me conseillerais, si je devais l'adapter, de lire 2033, 2034 et 2035 de Glukovski, et potentiellement, en plus, de jouer à Métro 2033, Métro Last Light et Métro Exodus, qui sont tous dans cet univers, sachant que Last Light avait été d'ailleurs coécrit par Glukovski, et d'ailleurs le scénario de Last Light, pour ceux qui ont joué, il a tellement voulu mettre de choses dedans qu'il a dit que c'était pas possible d'arriver à tout mettre dans Last Light, et c'est pour ça que 2035 est sorti. 2035 c'est littéralement tout ce qu'aurait dû être le scénario de Last Light, avec beaucoup plus de choses, et puis Exodus qui est littéralement une toute nouvelle histoire d'ailleurs au passage. Je dirais pas forcément de jouer et de lire tout, parce que voilà, ça fait quand même un gros truc à appréhender, mais à l'époque où on vit, je pense pas que ça soit si compliqué de chercher des reviews de jeux ou de bouquins ou justement de personnes qui aiment également cet univers et de se renseigner sur leur avis par exemple. Alors juste voir leur avis ou littéralement voir tout ce qui gravite autour du jeu et de voir ce que eux ils ont compris, regarder les... C'est ça. Enfin, plutôt dire regarder des critiques scénaristiques, de voir qu'est-ce que eux ils ont tiré de ce jeu. C'est plus ça en gros que tu conseilles. C'est ça. Voir justement déjà d'où le jeu aurait pu prendre ses inspirations et justement comment dire. Par exemple, exemple typique, tu regardes Elle est noire, il vient totalement des films noirs des années 50, 30, je sais plus. Enfin bref, des films de mafia et tout. Il est énormément tiré de ça. Donc ça serait intéressant, au lieu de se dire, on va juste adapter l'histoire de ce jeu, et voilà, comme ça, hop là c'est fait, allez, on va laisser poser. Non, justement, se renseigner sur pourquoi, comment ce matériau de base a vu le jour, qu'est-ce qu'il évoque, qu'est-ce que les gens en pensent. Juste, voilà. Ça me donne un tips. Ça me donne un tips qui peut être très très intéressant pour ceux qui voudraient un jour se lancer dans de l'adaptation. Par exemple, dans l'idée, la meilleure idée que j'ai en tête, la série des Metroid. Tu vois, il y a souvent eu pour l'instant des idées d'adaptation de Metroid, et il y en a eu des bonnes, il y en a eu des mauvaises, mais ça n'est jamais arrivé. Parce que justement, ça reste déjà un jeu de niche. Mais c'est pas également... un jeu à la base, Métro, hein, je rappelle, pour ceux qui ne savent pas, Métro est avant tout un livre écrit par Dimitri Glukovski. Non, je te parle pas de Métro, je te parle de Metroid.
Ah, Metroid. Mais du coup, moi, est-ce que je peux Voilà. juste donner le titis que je voulais donner avant que tu me coupes? Ah oui, vas-y. Vas-y. Donc en gros, un des premiers tips qui je pense peut être très intéressant quand vous devez adapter une œuvre, avant, je pense déjà de, comment dire, d'adapter l'œuvre en elle, de regarder ce qu'il faut faire avec cette œuvre. Là par exemple, si on reprend le cas de Métro, je pense que la première chose que je ferai avant d'adapter Métro, c'est surtout de regarder à quel genre il appartient. Là par exemple, Métro c'est Oui, du voilà. post-apo, et en fait je vais regarder qu'est-ce qui se fait dans le cinéma post-apocalyptique. Comme ça, en fait, ça permet aussi de prendre l'essence de ce genre de cinéma et de savoir quelles sont les mécaniques qu'il va falloir caler dans les films et de voir justement à partir de là comment on peut les adapter à l'histoire. C'est-à-dire comment on peut, en extrayant l'essence de l'histoire de ce qu'on adapte, comment on peut réussir à caler les fameuses mécaniques. Parce qu'en fait, le problème, c'est que très souvent aussi, c'est ce qu'on voit, c'est que ils partent, et c'est l'exemple typique de Resident Evil, et c'est d'ailleurs ce que tu disais, c'est qu'au final, ils partent dans un truc où on va faire un film d'action. Oui, mais Resident Evil, quand on regarde les jeux Resident Evil, C'est un c'est survival pas des horror, jeux hein. d'action, c'est des survival horror. Et les C'est survival ça. horror, on a un cinéma qui est un cinéma de survival horror, on a le cinéma d'horreur Mhm. qui est rempli de ce genre de films. Et eux, en fait, ils se sont dit, bah, plutôt que d'aller chercher dans le cinéma d'horreur, d'aller regarder qu'est-ce qui fait d'un film d'horreur un bon film d'horreur, et comment on pourrait adapter ce qui fonctionne dans un film d'horreur à l'univers de Resident Evil, et bah en fait, ils ont juste dit, on va faire un film d'action, et c'est tout. Et du coup, ça a forcément moins bien marché, et ça a forcément foiré le travail d'adaptation, parce que déjà, ils n'avaient pas compris de base ce qu'était Resident Evil. Donc je pense que ça, c'est un des premiers tips, c'est surtout quand vous commencez à adapter une œuvre, regardez à quoi à quoi elle correspond et à quel genre de cinéma elle correspond. C'est-à-dire que si jamais vous commencez à adapter Métro en Far West, ça va pas le faire. C'est ça. Bah, par exemple, pour reprendre l'exemple de Monster Hunter, il y a un principe, enfin, il y a un principe scénaristique qui est de quand tu veux faire arriver des personnes dans un autre monde, il y a le principe de portail magique. Je n'ai Mhm. rien contre, des fois ça sauve, des fois c'est de la merde. Voilà, il y a toutes sortes d'utilisations. Mais par exemple, quand tu le mets dans un univers comme Monster Hunter et que tu dis c'est un portail magique qui apparaît sous la forme d'un tonnerre, euh, soit c'est une manière d'apporter la chose. Mais quand dans l'univers du matériau de base, la seule fois où tu as de la magie, et de la magie pure, hein, pas de la magie, on va dire scénaristique, dans le sens, il se Ah, passe le un ta gueule, truc, c'est magique. et voilà, ta gueule, c'est magique, qui est très présent dans Monster Hunter, je suis totalement d'accord, mais je parle vraiment de magie pure, hein. La seule fois où ça apparaît, c'est justement dans un DLC de Monster Hunter World, qui est un DLC en collaboration avec The Witcher. Donc oui, là c'est normal qu'il y ait de la magie. Par contre, quand c'est Mila Jovovich qui se ramène avec son troupe armée dans le monde de Monster Hunter avec un nuage magique qui la transforme dans ce monde-là, Nuage magique. non, Dragon non, Ball Z justement. est là. Non, non, mais justement, il y avait plein, on parle de Monster Hunter, je veux dire, d'un jeu où, où ça part dans de l'heroic fantasy, hein. C'est totalement de l'heroic fantasy, avec quand même une notion de survie. Mais la plupart des monstres utilisent justement on va dire, quand les monstres, par exemple, font du feu, ou crachent de la foudre, ou hérissent leurs poils pour lancer des bulles, il y en a, mais il y a toujours une raison, on va dire, quelque peu scientifique. Je veux dire, c'est pas juste, tiens, il fait des bulles. Voilà. Non. Il y a dans un des Monster Hunter, il y a un dragon qui fait des bulles, sauf que c'est logique, le dragon, il vit grâce à ça, il vit dans l'eau, etc. et tout, ça a une logique. Euh, et on parle aussi, du coup, dans World, du nouveau monde. C'est un monde qu'on ne connaît pas, qu'on découvre. Je ne comprends pas pourquoi, par exemple, dans l'idée où une troupe armée devrait arriver là, pourquoi c'est pas juste bah, ils arrivent sur une île que personne n'avait jamais vue et tout, où il n'y a du coup aucun réseau, aucun truc, et c'est pour ça qu'ils sont perdus. Et ce qui expliquerait du coup la logique bah eux, ils arrivent dans une tribu qui était complètement coupée du monde, ils doivent s'en sortir comme ça, et puis basta. Et ils s'en sortent comme ça. Ça reste le plus logique, et ça respecte Le matériau de la base. chronologie du film. Et tout en respectant en plus le matériau de base. Parce que je suis désolé, mais faire apparaître, c'est exactement ce que je disais, dans le sens où il faut plus se rendre sur le matériau de base. Quand t'as un truc où il n'y a pas de magie, que tu fais pop de la magie, Il y a un comme problème. tu disais, dans Metro, tu vas pas adapter Metro avec du western, tu vois, c'est pas possible. Tu peux pas. Encore Resident Evil qui part sur de l'action, ça, Ça peut ça être peut se cohérent par comprendre. rapport à, par exemple, notamment Voilà. Resident Evil 4. Voilà, ça reste à peu près cohérent. Même si je pense que Resident Evil 4 n'était pas encore sorti lors du premier film Resident Evil. Et voilà. Et du coup, on va pouvoir Mais juste, parce que voilà. on va essayer de faire court sur ce petit truc, parce qu'on a beaucoup de choses à dire sur les films qu'on va vous proposer.
Mais donc du coup, je voulais juste finir avec cette dernière question qui était doit-on continuer de faire des films d'adaptation avec donc des guillemets sur le terme film d'adaptation? Parce que du coup, moi, une idée que je voulais proposer, et je voulais voir ce que les gens ils en pensaient, parce que je pense que ça pourrait être plus intéressant de littéralement en fait changer le terme, c'est plutôt que de faire des films où on adapte littéralement une œuvre, et ben en fait faire plutôt ce qu'on va appeler des films d'inspiration. C'est-à-dire que Ouais, on fait voilà. le film qu'on veut, mais on s'inspire très fortement d'une œuvre existante pour pourquoi pas suivre la même trame scénaristique, etc. Parce qu'en fait, ça aura un gros effet différent déjà sur la psychologie humaine, parce que c'est vrai que quand on regarde un film d'adaptation, moi je sais que par exemple, si je regarde un film dont j'ai lu les bouquins, ça a été le cas par exemple d'Harry Potter, c'est de se dire putain, mais il manque des trucs, ou ah, ça se passe pas comme ça dans le bouquin. Et on a ce petit effet qui nous sort un peu du film de se dire ouais, mais c'est pas exactement comme ça. Alors que si au final on m'avait dit bah c'est pas un film d'adaptation, mais c'est un film, c'est quel terme que j'ai employé? J'ai déjà oublié le mot que j'ai oublié. Inspiration. D'inspiration, voilà. Et qu'on m'a dit ça s'inspire très très fortement de Harry Potter, ça reprend des personnages de l'univers, mais ça change un peu l'histoire, etc. Bah en fait, j'aurais été plus enclin à accepter que oui ok dans le bouquin ça se passe comme ça alors que dans le film ça se passe comme ça parce que oui d'accord c'est ils s'inspirent c'est pas ils réadaptent c'est pas ils refont le bouquin c'est C'est ça. ok ils suivent la même trame mais bon ils se permettent des trucs que le bouquin ne se permet pas etc et là ça serait plus cohérent et je pense que c'est pour ça en fait que je voulais poser cette question c'est qu'est-ce que vous pensez qu'en fait alors on continue quand même d'avoir des films d'adaptation parce que c'est vrai qu'il y a des œuvres qui sont parfaites pour être adaptées en film. C'est le cas très précis justement de Métro, hein, je l'ai sous les yeux, mais Métro, on pourrait tellement en faire un film. Parce que le Mm. bouquin lui-même, il a limite été conçu comme un film. À tel point qu'ils en ont fait un premier jeu vidéo, et le jeu vidéo est un film quasiment, où juste bah, on peut interagir. Et au Bah final, après, il faut quand même se méfier, faut quand même se méfier où justement quand tu as des jeux qui sont inspirés de films, ça peut être justement un piège assez assez vicieux de d'adapter un justement d'adapter un jeu qui de base est comment dire prend beaucoup de codes dans le cinéma. Oui, non, mais moi en tout cas, c'est voilà. Je trouve que par exemple, un bouquin comme ça pourrait avoir une adaptation, parce que là, en fait, il serait beaucoup plus facile d'adapter les codes du cinéma à l'œuvre sans changer l'œuvre en fait, c'est surtout ça. Et donc là on pourrait bel et bien Mm. avoir une adaptation. Là où par exemple sur d'autres œuvres, c'est vrai que je vais citer une vieille série de bouquins, pour ceux qui ont connu, c'est Les Chevaliers d'Enki-Diev. Les Chevaliers d'Émeraude, Trop pardon. vu pour moi. C'est Les Chevaliers Ah, je fais d'Émeraude. des modes, oui. Oui. Les Héritiers d'Enki-Diev c'est la suite. Mais Les Chevaliers d'Émeraude, bah aujourd'hui si on devait adapter ça en bouquin, enfin en film, ce serait tendu parce que l'univers est très complexe, il y a beaucoup de Bah, choses qui se déroulent dans chaque bouquin, donc ce serait surtout très que compliqué d'arriver à en faire quelque chose. Et l'exemple qu'on a, c'est Eragon, qui a été un échec pour ça. Bah, le problème aussi, c'est de vouloir adapter quelque chose comme un livre ou comme une série de jeux, ou même comme un jeu tout court, en un film de 2 heures et demie. Mm. Et donc là, en fait, on pourrait C'est plus juste taper trop sur court. de l'inspiration plus que de C'est l'adaptation. ça. L'exemple, hein, l'exemple typique Quand... qu'on a actuellement, c'est The Witcher. The Ouais, Witcher, voilà. c'est pas vraiment de C'est... l'adaptation, c'est de l'inspiration. Ils reprennent l'univers du Witcher, ils essayent de refaire à peu près la même trame Oui, scénaristique voilà. que les bouquins, mais ils l'ont clairement dit qu'ils n'adaptaient pas en fait les bouquins, C'est ça. ce qui leur permet en Et fait de surtout, pouvoir se permettre certaines libertés qui n'étaient pas présentes dans les bouquins et se dire bah oui et c'est puis normal, on s'inspire, on change un peu surtout, la trame, c'est normal. surtout autre chose, c'est que ils sont pas tombés dans le travers de vouloir absolument à tout prix faire un film. Parce que justement, ça aurait fait beaucoup trop court pour adapter quelque chose comme The Witcher. Ils sont partis sur le principe d'une série. Et bah oui, ça marche totalement. Adapter des œuvres qui sont justement qui de base Longue. demandent énormément de temps et qui sont là très longues, en particulier comme The Witcher, je trouve que c'est beaucoup plus comment dire, je vais pas dire beaucoup plus aisé, mais beaucoup plus pertinent de le faire sous forme d'une série que d'un film. The Une Witcher série d'ailleurs que tu permet avais d'avoir recommandé dans cette émission. The Witcher, ah oui, très très bonne série. Je ne connais pas encore en détail l'univers de The Witcher, mais c'était une très très bonne série. Et pour le coup, bah voilà, une œuvre comme The Witcher ou comme d'autres œuvres, que ce soit vidéoludiques ou de littérature, ça a beaucoup plus son intérêt à être adapté comme une série que comme un film. Mais du coup on va s'arrêter sur ça, donc sur l'idée de si vous devez adapter une grosse série de bouquins, partez plutôt sur une série que sur un film, même si on a quand même de très bons films d'adaptation qui partent de bouquins très très complexes comme Mm. par exemple Le Seigneur des Anneaux. La trilogie du Seigneur des Anneaux est très très fidèle au bouquin. Mais c'est d'ailleurs pour ça aussi qu'ils vont faire une série, c'est pour parler de tout cet univers en fait qu'ils n'ont pas pu aborder dans les films. Mais en tout cas voilà. Donc on va
s'arrêter sur ça et on va passer à notre troisième rubrique. Je sais qu'on a un petit peu d'avance là-dessus, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur notamment le dernier film que j'ai à vous présenter, qui est un petit peu le film qui a donné naissance au sujet d'aujourd'hui. Vous allez voir, on en parlera juste après. Mais d'abord, on passe du coup à notre troisième rubrique, notre sélection de la semaine. Je rappelle le concept pour ceux qui ne connaissent pas la sélection de la semaine. Chaque semaine, nous vous sélectionnons des recommandations qu'on vous ferait à regarder tous les soirs de la semaine. Ce qui vous permet que si un soir vous ne savez pas quoi regarder, et vous avez juste à regarder les recommandations qu'on vous a faites et de regarder l'œuvre qu'on vous a proposée si elle vous intéresse. Et ça vous permettra de ne plus trop vous casser la tête à savoir quoi regarder. Et on va commencer avec moi, qui vais vous présenter une œuvre pour dimanche qui sera diffusée à la télévision. C'est d'ailleurs, je crois, la seule œuvre diffusée à la télé qu'on aura aujourd'hui. Qui est diffusée sur France 2, c'est Django Unchained. Je pense que j'ai pas besoin de m'étaler trop longtemps sur ce film, parce que Django Unchained est quand même un film qui a beaucoup fait parler de lui. Je vais juste parler vite fait de l'histoire de Django Unchained. C'est l'histoire d'un esclave qui s'appelle Django, qui va réussir à obtenir sa liberté, et qui va donc tout faire pour lutter contre l'esclavagisme sur place, puisque c'est sur la période de la guerre de sécession, donc entre les sudistes et le nord, qui chacun défend leur cause. Les sudistes sont notamment pro-esclavagisme, là où les nordistes sont plus contre l'esclavagisme, et donc ça se passe bien évidemment dans le sud, donc dans la zone où l'esclavagisme était totalement considéré comme normal, et donc ce Django va tout faire, parce qu'il est maintenant un homme libre, donc il ne peut plus devenir esclave, et il va tout faire pour essayer justement de lutter contre l'esclavagisme et d'aider les esclaves, puisqu'il connaît cette condition d'esclave, il l'a été lui-même, justement, et c'est un film que je trouve très intéressant, puisque ce film, quand il est sorti, en fait, il n'a jamais cherché à se montrer comme étant un film porte-étendard de la lutte contre l'esclavagisme, qu'on soit bien clair, et de la lutte pour les personnes de couleur. Il n'a jamais voulu se montrer comme un porte-étendard de ça, même si clairement, bah oui, il en parle, et c'est le sujet principal de l'œuvre, et donc forcément, son message c'est l'esclavagisme c'est pas bien, respectez-vous les uns les autres, peu importe votre couleur de peau, ce qui est tout à fait un message totalement normal, et c'est normal que ce soit comme ça. Mais c'est du coup fait avec une bonne maîtrise, c'est-à-dire que il cherche pas justement à être en mode que. En même temps, c'est du Tarantino qui est derrière, donc bon, quand c'est Tarantino, voilà. Il cherche pas à montrer que un film où, comme on a pu le voir, des films qui sont en mode ah, l'esclavagisme c'est pas bien, ah, aimer les noirs, tout ça, qui nous le foutent dans la bouche, mais ça, vous en avez parlé quand on a parlé de l'inclusivité. Là, c'est fait de manière très intelligente, c'est vraiment un film d'action avant tout, c'est ce que cherche à donner Quentin Tarantino, c'est vraiment un film d'action. Je pense même pas que ce soit voulu de base que le film soit. Si, quand même. Enfin, Quand tu vois le sujet, de base du film, si, c'est quand même voulu, on peut pas dire que c'est pas voulu. Je pense pas qu'il s'est dit qu'il allait faire son film en mode ah, je vais parler de je vais faire un plaidoyer sur contre l'esclavagisme et tout, quoi. Alors, un petit peu, c'est-à-dire que clairement, il avait quand même cette intention derrière de porter ce message de l'esclavagisme c'est une mauvaise chose et il faut que tous on se respecte, mais ça, c'est un message qu'il porte déjà depuis longtemps dans ses films, c'est quelque chose que voilà, quand Tarantino a déjà présenté dans son cinéma, et dans son cinéma on le voit qu'il y a un petit peu de tout, et c'est ça que j'aime avec lui, c'est qu'en fait même quand il prend un sujet un peu touchy comme justement l'esclavagisme, etc., il arrive à en sortir une œuvre où au final, bah tu peux la regarder sans que t'aies l'impression qu'on te force un message de bienveillance, etc., et en sortant du film tu te dis il m'a quand même appris quelque chose. Il m'a quand même, par exemple, il y en a qui pensent peut-être que l'esclavagisme est une bonne chose, et qui en sortant de ce film vont peut-être se poser des questions sur ce qu'ils pensent. Et c'est ça que je trouve qui est bon dans ce film, c'est que sans nous forcer la main, il nous guide vers les bonnes choses en fait. Et ça, c'est ce que j'apprécie, et c'est pour ça que je vous conseille fortement de le regarder, surtout qu'il est diffusé donc demain soir sur France 2. Déjà, c'est un très bon Quentin Tarantino, et en plus, ça traite de manière très intelligente d'un sujet qui est très d'actualité aujourd'hui, qui est justement la lutte pour les personnes de couleur, pour éviter qu'elles subissent du racisme de manière continue, et c'est une très bonne chose. Et d'ailleurs, c'est pas la seule œuvre qui parle de ça que je vais vous citer aujourd'hui, et le deuxième que je vous citerai est aussi une œuvre qui traite très bien le sujet. Mais l'œuvre suivante, qui est donc pour lundi soir, eh ben c'est Jean Terge qui va vous la présenter. C'était lequel déjà? Attends, ne me dis pas, je me souviens. Le film sur l'eau. Ah oui, Jean-Claude Van Johnson. Je pense que j'ai pas forcément besoin de vous parler de qui est Jean-Claude Van Damme, même si dans Buvez de l'eau. Jean-Claude Van Johnson. Buvez de l'eau. Dans votre autobiographie. On a découvert ça hier, je crois, sur Amazon Prime, ce qui était très étonnant parce que cette série existe depuis 2016, ce qui était justement très étonnant parce que je n'en avais jamais entendu parler jusqu'à ce jour.
Et quand je dis que c'est étonnant, c'est parce que c'est une très bonne série. Alors, ça parle de l'histoire de Jean-Claude Van Damme, l'acteur, donc, et pas la personne en réalité. Donc, vraiment en tant qu'acteur. Donc, les films Time Cop, Piège à Hong Kong et tout. Le film, enfin, la série a quelques flashbacks pendant ses tournages, on va dire. Sauf que dans cette série, Jean-Claude Van Damme n'est pas simplement acteur, mais il est aussi agent secret sous le nom de Jean-Claude Von Johnson. Euh, et ce qui est intéressant dans ce film, c'est qu'on arrive à une époque où justement JCVD avait pris sa retraite, tant en tant qu'acteur qu'en tant qu'agent secret, et il décide de revenir dans le métier. Donc on a dans la série un agent secret qui a le poids des années de la retraite et qui ne s'est pas entraîné depuis quand même un sacré moment. Mais c'est JCVD, et JCVD casse des bouches. Il fait le grand écart entre Euh, des camions et ça passe. Et justement, il y a des très bonnes références, que ce soit à ses anciens films ou même à des remarques, on va dire, de la pop culture. Notamment une sur le fait que avoir des combats dans les films de JCVD où les ennemis viennent sur toi un par un, ça n'est pas réaliste. La série envoie une petite Picassa, mais magnifique, genre parfaite. Et ça parle évidemment aussi du grand écart de JCVD. Euh, Plus sérieusement, elle est très hilarante. Ça parle de beaucoup de choses. Je ne l'ai pas fini pour l'instant, mais j'en suis à un moment où il y a un très bon twist. Surtout si jamais vous aimez le film Time Cop. Et attention, les Time Cop n'existent pas. Dans la réalité, ce sont des agents de sécurité intemporelle. Je crois que c'est comme ça. Mais la série a quand même quelques petits twists très intéressants. Et juste, si vous aimez JCVD, elle est totalement dans ce qu'il aurait pu faire. Je suis très dégoûté d'ailleurs quand j'ai essayé de regarder depuis quand existait cette série que Amazon ne l'avait pas reconduite pour une deuxième saison, donc ce qui est un peu dommage, parce que pour l'instant pour l'instant on en a vu je crois les trois quarts, et clairement je n'ai pas boudé mon plaisir sur cette série. Eh ben Voilà, merci à donc toi Jean-Claude Van Johnson sur Amazon Prime, pour lundi elle est soir. géniale. Et donc on va passer à l'œuvre du mardi soir, qui est donc le deuxième film qui parle du sujet du racisme de manière très intelligente aussi, qui est un film qui a été nominé aux Oscars, qui est un film qui a gagné des Oscars, je pense que vous commencez déjà à le voir venir, qui est un film disponible sur Netflix, avec Chadwick Boseman, Le Blues de Ma Rainey. Donc Le Blues de Ma Rainey, pour ceux qui ne connaissent pas, alors, c'est un film qui est à moitié un biopic sur la personne qui est Ma Rainey, puisque Ma Rainey est une chanteuse blues américaine qui a réellement existé et qui a réellement eu ce groupe qui est présenté dans les œuvres. Donc c'est des personnages qui ont réellement existé, on parle de personnages réels. La situation est plus ou moins réelle, mais ils se permettent quand même du travail justement d'adaptation sur l'histoire réelle qui est derrière, et se permettent des choses assez intéressantes que je trouve très très intelligentes. Et surtout, bah, en fait, la majeure partie du film, et c'est là que c'est intéressant, c'est qu'en fait la majeure partie de ce film n'est même pas centrée autour de Ma Rainey, mais autour de ses musiciens. Et ces musiciens, en fait, et bah, l'idée c'est que ça se déroule, en fait, c'est une sorte de micro-passage de vie où Marini va enregistrer un album dans lequel il y a sa chanson qui s'appelle Black Bottom. C'est-à-dire pour ça que le titre original c'est Marini's Black Bottom. Donc Black Bottom, pour ceux qui veulent savoir ce que ça veut dire, c'est le cul noir. Voilà. Littéralement, c'est littéralement ce qu'elle dit, ce dont elle parle dans sa chanson, c'est de ses fesses. Pour faire simple. Mais en même temps, c'est aussi une chanteuse qui a été très investie justement dans la lutte contre le racisme. Donc c'est aussi pour ça que ça parle forcément de racisme, etc. Et puis même les personnages qu'on rencontre, qui nous racontent aussi leur histoire et leur vie, bah, parlent des sujets du racisme puisqu'ils ont été victimes du racisme. Et puis il y a aussi quand même des situations où bah, forcément, dans cette époque, dans ces États-Unis des années 60-70, je crois, dans ces eaux-là, peut-être même un peu avant. Donc forcément, bah, c'est une période aux États-Unis où les personnes de couleur étaient très très mal placées dans la société. Les blancs justement étaient extrêmement racistes à cette époque. Et donc de voir cette artiste qui a quand même un sacré poids dans la culture musicale parce que c'est l'une des plus grosses jazzwomen. Je crois qu'elle est, je crois que c'est, je sais plus si c'est du jazz ou du blues qu'elle fait. Je crois que c'est du blues puisque le titre c'est le blues de Marini. Mais en tout cas voilà, c'est une très grosse artiste musicale. Qui du coup, bah forcément, quand elle se fait enregistrer, et ben elle va se faire enregistrer dans des
des studios d'enregistrement plutôt intéressants, qui sont donc tenus par des hommes blancs à ce moment-là. Et donc, bah forcément, va y avoir aussi des interactions plutôt racistes entre les protagonistes. Mais surtout, il y a une interaction entre le personnage de Chadwick Boseman et le personnage qui tient en fait le magasin. Enfin, qui tient pas le magasin, mais qui sert en fait de lien entre celui qui s'occupe du studio et l'équipe, qui est un peu le manager, on va dire, hein, de Marini. Et en fait, il discute beaucoup avec cette personne-là. Et en fait, il y a beaucoup de choses qui en ressortent, où en fait, on voit des remarques qui sont extrêmement intéressantes, parce qu'en fait, il se fait charrier du fait d'interagir avec un homme blanc. Donc, c'est-à-dire que là, ils font en fait, et c'est ça qui est ultra intéressant, c'est qu'en fait, ils montrent que bah oui, il y a aussi du racisme qui marche dans l'autre sens. Mais c'est traité d'une manière extrêmement intelligente. C'est-à-dire que ils montrent que oui, le problème principal qu'il y a aujourd'hui, c'est le racisme contre les personnes de couleur, mais il montre aussi que bah il faut pas oublier qu'il y en a un peu dans l'autre sens aussi. Que il faut arriver à accepter de se dire il faut que tout le monde se respecte de la même manière. Alors après, ça veut pas dire que c'est aux personnes de couleur de faire un effort là-dessus, on est totalement d'accord que c'est d'abord dans l'autre sens qu'il faut qu'il y ait un effort, mais c'est aussi dire qu'il faut pas oublier qu'il faudra par la suite faire un effort de deuxième côté, et ça c'est traité dans ce film qui est traité de manière très intelligente. Et puis en fait justement, quand il va parler justement du racisme qu'il a subi, parce que justement à ce moment-là il est en mode je vous laisserai pas dire que je m'agenouille devant un homme blanc, et il explique pourquoi, et en fait à ce moment-là, oui ça parle de racisme, mais ça te rajoute tout un côté émotionnel derrière, toute une histoire derrière qui est ultra émouvante. C'est fait avec une intelligence que j'ai jamais vue dans un film qui traite ce sujet-là, et pourtant j'ai vu du Jordan Peele. C'est-à-dire que là, en fait, à la différence de Jordan Peele qui le traite indirectement, et ce que font beaucoup de films, c'est-à-dire de traiter indirectement le sujet du racisme, ce qui est un peu le cas au final de Django Unchained, parce qu'au final, le sujet principal, c'est lui, sa vengeance contre une personne, même si bah, forcément on tourne autour de ce sujet-là, mais là, le sujet, c'est le racisme pris de manière frontale, il y a pas d'autre, c'est pas contourné pour parler du racisme de manière indirecte et tout, non, on parle directement du racisme, et on montre clairement que le racisme, c'était pas une bonne chose, mais on montre que on le montre de manière grise, en fait, au lieu de montrer de c'est tout noir, c'est tout blanc, désolé de l'expression, mais on montre ça de manière grise en montrant que il y a aussi de la discrimination qui est faite de l'autre côté, même si c'est pas le plus grave. En fait, je sais pas trop comment l'expliquer. Je pense que le mieux c'est pour vous de regarder le film parce que vous comprendrez mieux à quel point c'est traité de manière ultra intelligente et à quel point ça traite la situation de manière grise, parce que bah la situation elle est grise. C'est sûr que le gros souci, et elle penche énormément vers le côté obscur de la chose, qui est, bah oui, il y a du racisme des blancs vers les noirs, ça c'est le principal, mais il montre que il n'y a pas que ça. Et ça c'est fait de manière intelligente, c'est ça que j'apprécie avec ce film. Et il y a du coup Chadwick Boseman dedans qui est incroyable, et RIP à son âme, puisque bah, malheureusement le pauvre Chadwick nous a quitté l'an dernier. Il a été emporté par un cancer du pancréas, si je me rappelle bien. Chose qu'il avait d'ailleurs caché à tout le monde. Hein. Il l'avait caché à tout le monde, personne n'était au courant qu'il l'avait à part ses proches, et donc ça a été une grosse surprise d'apprendre qu'il était décédé. Mais voilà, il est incroyable dans ce film. Les autres musiciens qui sont avec lui, qui parlent aussi bah, du sujet du racisme qu'ils ont subi, et aussi bah, qui ont des interactions avec un petit peu tout le monde, qui parlent un petit peu de leur vie, qui parlent un petit peu de tout ça, et qui nous permettent en fait, en plus de voir ce que c'est, bah, en fait, de nous montrer une assez bonne photo de ce qui se passait à l'époque, de la vie de tout le monde à cette époque. C'est extrêmement bien fait, c'est très historique, c'est-à-dire que ça a été vraiment très très renseigné sur comment ça marchait à l'époque. Oui, ça montre que il y a des situations qui n'ont malheureusement pas évolué depuis, parce qu'on va pas se mentir que ça montre comment c'était à l'époque, mais aujourd'hui, si on reprend la situation grise entre guillemets, elle est beaucoup moins grise aujourd'hui. Elle est malheureusement beaucoup plus sombre, elle est beaucoup plus du côté... parce que c'est vrai que les personnes de couleur ont clairement commencé à être beaucoup moins racistes, parce que c'est vrai que bon, bah, quand on prend plein la gueule, c'est normal que tu rentres et que tu rendes en fait l'appareil. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ils ont... on le ressent bien pour ceux qui côtoient un petit peu ces communautés-là, on ressent bien que ça a vraiment commencé à disparaître assez fortement. Mais malheureusement, en fait, l'évolution n'a été que de ce côté-là, et c'est extrêmement triste de voir ça, que en fait, le plus gros problème dans cette situation, bah c'est le problème qui a juste pas bougé, alors que ce qui était au final minime, et qui aurait même pu rester juste des petites blagues qui passent,
Bah au final c'est ça qui a été corrigé et c'est très triste de voir ça. Ce film le montre bien parce qu'il montre à quel point à l'époque c'était comme ça et quand on regarde et qu'on compare avec la situation aujourd'hui, on se rend compte que c'est triste de voir que ça a pas bougé. En tout cas d'un seul côté qui est le pire de la situation et que c'est là que ça a pas bougé alors que ce qui était au final passable, même si ça grise quand même la situation, hein, c'est ça que je dis, c'est que ça grise la situation, mais on peut totalement en faire fi. Bah, au final c'est ça qui a évolué alors que le plus important aurait dû bouger. Et ce film le montre très bien. J'adore ce film pour ça. Je suis très content qu'il ait gagné 2 Oscars. Euh, En plus de ça, et ça c'est un truc que je trouve absolument fabuleux, c'est quand vous le regardez, vous allez vous rendre compte d'un truc qu'on retrouve aussi dans Django Unchained, c'est-à-dire ce côté du certaines personnes de couleur aussi sont très néfastes pour les personnes de couleur. C'est montré dans Django Unchained à travers le fait que y a carrément des personnes de couleur qui sont pro-esclavagisme, et ça c'est terrible de savoir que ça existait. Mais là en fait ça se montre parce que si on fait un lien avec Django Unchained, d'une certaine manière, Ma Rainey fait un peu de l'esclavagisme, mais je vous laisse regarder le film pour vraiment voir à quel point c'est extrêmement fait de manière intelligente. Je vous le recommande, mais vraiment fois 10 000. Il est disponible du coup sur Netflix. C'est un des films sur lequel j'avais le plus de choses à dire. Après, j'irai un autre petit film et le dernier film qui, lui, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais on a encore le temps, ça tombe bien, c'est pour ça que je vous ai fait faire plus tôt. Et on va pouvoir passer à notre œuvre du mercredi avec Jean Terge, qui a une heure à vous présenter pour mercredi. Alors, mercredi, on se retrouve à nouveau sur Amazon Prime pour une série qui est totalement différente, étant donné qu'on va plus être versé dans la science-fiction. Même si ça a quand même un petit côté moderne et tout, mais c'est plus de la science-fiction, on va dire. Elle se présente comme étant, enfin, la série présente un futur comme étant utopique, alors que nenni, ça n'est pas du tout le cas. Alors, Upload, qu'est-ce que c'est? Upload, c'est une série qui parle justement du principe d'upload, c'est-à-dire d'avoir sa conscience transférée, donc uploadée, dans un paradis virtuel au moment de sa mort. Donc, évidemment, qui dit un système électronique à cette pointe-là, dit évidemment qu'il faut payer. Donc, évidemment, il y a différents types de paradis au niveau des différentes, selon les différentes bourses des participants. La série prend comme personnage principal Nathan, un codeur qui justement Un programmeur. bossait, un programmeur, je préfère, un programmeur qui travaillait des applications, on va dire, gratuites, donc j'ai oublié le Open terme, source. open source, merci. En open source, notamment autour de cette idée de paradis, pour avoir justement un paradis qui serait gratuit au maximum de personnes. Euh, Évidemment, quelque chose comme ça, pour ce qui est des grosses entreprises et tout, ça va pas forcément leur plaire. Et malheureusement, Nathan meurt. Ce n'est pas du spoil, ça arrive dans le premier épisode. Donc Et c'est Nathan littéralement meurt le et postulat de base, hein, donc c'est c'est même pas du ça. spoil. Et il a donc sa conscience transférée à Lakeview, un magnifique manoir datant de l'Amérique profonde et intemporelle, comme il l'explique, ayant pour principe d'être un manoir au niveau juste en face d'un lac. Donc, qui dit paradis dit tout simplement, on peut faire ce qu'ils veulent, mais ils ont quand même quelques petites limites, notamment l'argent. Et c'est ainsi que Nathan se rend compte que Lakeview, malgré son fait d'être quand même un sacré paradis, est quand même énormément géré par l'argent. Et on va dire que tout le principe de la série est le fait d'avoir les personnes qui sont dans la réalité en essayant de savoir ce qui s'est passé, et d'un autre côté, Nathan qui essaye je ne vais pas forcément dire survivre parce qu'il est mort, mais qui essaye de continuer sa mort à Lakeview. De s'en sortir. C'est ça. Parce que, évidemment, de son côté aussi, il y a des choses, on va dire, pas forcément net à Lakeview. Mais cela, ça serait du spoil. Bah, très bien. Donc voilà. C'est vrai qu'elle est très intéressante. Par contre, ça se voit qu'il y a une saison 2 qui est En en, cours. qui est en production. Parce que la saison 1, même si elle est très très bonne, elle finit sans répondre à une seule question. Donc ce qui est un peu dommage. On sait plus de choses qui se sont passées, mais également les choses qu'on sait, au final, ça donne accès à des choses qu'on ne sait encore moins. Donc voilà, une très bonne série, très intéressante, elle est très très drôle d'ailleurs. Les points d'humour sont très réussis sans tomber dans le lourd, on va dire. Euh, et malgré le fait que Nathan soit bel et bien mort, on a quelques petits moments quand même où on a peur pour lui, étant donné que même s'il est techniquement mort, il peut quand même encore disparaître
si jamais ta conscience est effacée. Du Et sable. la série joue bien là-dessus, on va dire. Et bah merci. Et donc du coup c'est l'œuvre qui sera disponible, donc enfin que tu proposes pour mercredi, disponible sur C'est Amazon ça. Prime. Amazon Prime. On C'est va ça. passer à l'œuvre du jeudi. Je vais aller rapidement dessus parce que c'est une œuvre courte, c'est un court métrage. C'est rare que j'en présente, mais il y en a un qui m'a vraiment tapé dans l'œil, que j'ai adoré, que je vous ai présenté quand on avait parlé des Oscars, puisqu'il était nominé et a remporté le meilleur court métrage d'animation des Oscars. C'est If Anything Happens, I Love You. En fait, la seule chose que je peux vous dire de ce court métrage, il est court, il dure moins de 10 minutes, hein, si je ne m'abuse. Donc vraiment très très court, qui se regarde très facilement. Mais quand vous allez le regarder, préparez-vous. C'est tout ce que je peux vous dire. Préparez-vous, parce qu'il va vous faire chialer. Mais il va vous faire chialer comme vous avez jamais chialé. Donc préparez-vous, il est très dur. Parce qu'en fait, on s'attend vraiment pas à ce qui va suivre. C'est vraiment dans les dernières secondes du film qu'on apprend ce qui chamboule tout, et ça fait mal. Et je vous conseille de le regarder parce qu'il est très très fort. Il parle d'un sujet en plus d'actualité, mais je ne vous dirai pas lequel parce que ce serait littéralement vous spoiler la fin. Mais il parle d'un sujet d'actualité, et je vous conseille de le regarder. Vraiment très très intéressant, et c'est pas pour rien qu'il a remporté l'Oscar du meilleur film, du meilleur court métrage d'animation aux Oscars. En même temps, si c'est un Oscar, c'est cet Oscar. Donc voilà. Ça me fait, ce que t'en dis, ça me fait vachement penser du coup à un autre court-métrage qui était aux Oscars l'année dernière, qui nous a beaucoup secoué avec madame et moi-même, qui était très lourd, c'était mémorable. Je sais pas si tu l'as vu. J'avais pas vu tous les courts métrages. C'était l'histoire d'un artiste peintre qui vit, on va dire, d'étranges événements euh, dans son univers, dans sa vie, etc. et tout. Mais c'est par rapport à quelque chose qu'on apprend donc au sujet de Louis qui explique d'où viennent ces événements. Et clairement, T'es pas prêt quand c'est... ça arrive. Alors, je pensais pas qu'un court métrage de quelques minutes allait autant... Ouais, quelques minutes, j'exagère un peu, il fait 12 minutes. Mais pour du 12 minutes, il, il secoue. Clairement, il secoue pas Ouais, mal. bah, c'est la même chose pour If Anything Happens, I Love You. Et je vous conseille très fort de le regarder. Il est disponible sur Netflix. Donc si vous avez Netflix, foncez le voir. C'est vraiment un film à voir dans sa vie parce que il fait se poser beaucoup de questions. Je vous le conseille très fortement. Et on va donc passer à l'œuvre du vendredi. Parce que c'est vraiment, je peux pas vous en dire trop sur ce film parce que sinon je vous détruirai ce que ce film apportera. Enfin, on dit un film, mais c'est un court métrage. Ce court métrage vous apportera. Donc regardez-le. Il est court. Il se regarde facilement. Mais préparez-vous. Et c'est pour ça que je vous le mets sur une soirée plutôt que de vous mettre un film ou une série, parce que là, bah, en fait, vous allez le regarder. On va dire à 21h, vous commencez à le regarder. Vers 21h10, vous avez fini. Quand vous irez vous coucher à 23h, vous serez encore en train de vous poser des questions dessus. Vous serez encore en train de vous chambouler, de vous dire oula, qu'est-ce que j'ai vu, qu'est-ce qui s'est passé. Et ça vous laisse un peu plus de temps pour encaisser. C'est surtout pour ça que je vous laisse du temps. Mais du coup, on passe à l'œuvre du vendredi, et c'est Jean Derge qui a une œuvre à nous présenter, disponible aussi sur Amazon Prime d'ailleurs. Et pour coup, ça a beau être sur Amazon Prime, cette fois-ci, c'est une œuvre française. Les Bon, pas vraiment, Français et la France français, c'est cocorico. une adaptation française d'un type de programme qui existait déjà sur Amazon Prime dans d'autres pays, étant donné qu'il Mexique s'agit notamment. de LOL Kiri sort. Alors qu'est-ce que LOL Kiri sort? On va juste nommer LOL parce que sinon ça va être casse-couille. Donc LOL est un programme un peu, on va dire, c'est totalement de la télé-réalité, mais on va dire d'une façon beaucoup plus condensée, beaucoup plus courte, étant donné qu'elle ne se passe qu'en 6 heures. Bon, évidemment, vous ne voyez pas 6 heures, hein, vous voyez beaucoup moins, Une heure à peu près. mais durant ces 6 heures, non plus quand même, parce il y a 6 épisodes, je crois. 6 Ah, il y a eu épisodes à plusieurs chaque fois, épisodes, d'accord. Non, parce que je sais voilà, que la il y a version plusieurs, mexicaine qui était sortie, l'épisode durait genre un peu moins voilà. d'une heure. Donc ça reste coupé. C'est pas que vous avez 6 heures d'une émission et pas hop, là. Non, évidemment. Non, non, sur la version française, on a, c'est dans le principe d'une série en 6 épisodes, je crois. Euh, c'est du 20 minutes, il me semble, en plus, c'est pas forcément très long. Mais ça a un principe très basique, mais qui est ouf. C'est simplement du coup, pendant ces 6 heures, on a un certain nombre de personnes, généralement, du coup, des humoristes, des acteurs, des comédiens, donc plutôt versés dans de la comédie, euh, qui sont justement dans une pièce et qui ont pour principe d'arriver à faire rire les autres sans rire de leur côté. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? C'est simple, les 6 personnes sont dans la pièce et ont une seule règle, ne pas rire. Pendant ces 6 heures, ils doivent juste ne pas rire. Il y a certaines règles qui arrivent au fur et à mesure, notamment par exemple ne pas sourire,
Et ce qui est beaucoup plus compliqué, du coup, de ne pas sourire, en plus de ne pas rire, juste le moindre petit sourire peut vous faire éliminer. Euh, Dans la version française, on a eu le droit au niveau du casting, alors si je ne me trompe pas dans les noms, il y a eu Alexandra Lamy, Gérard Jugnot, euh, Tariq Boudali, Inès Ken- Régnier. Inès Régnier, Inès Règle, justement, Règle, pardon. Ken Kojandi, cherchez le nom, Ken Kojandi, Bérangère Krief, il y a eu qui d'autre il y a eu Julien, comment il s'appelle de la même troupe, on va dire, avec Tariq Boudali. La team Lachaud. La team Lachaud, en Là, gros. voilà, il y a eu totalement eu la team Lachaud. Julien Arruti, voilà. Julien Arruti. Donc, alors, on va faire un casting. Donc, Tariq Boudali, Inès Reg, Julien Arruti, Rim Kerichi, Alexandra Lamy, Gérard Jugnot, Kian Kojandi, Bérangère Krief, Hakim Gemili et Fadili Camara. Tout ça, on va dire, qui sont dirigés par Philippe Lachaud, qui sera le présentateur. Et sincèrement, c'est génial. On a bouffé le truc ultra rapidement de mon côté. C'est simple, on a commencé le truc, je crois, le mercredi ou le jeudi, on l'a fini le lendemain au soir. Ça donne énormément envie. Il y en a qui redoublent d'efforts et qui sont redoutables. Je pense notamment à Ken Kojandi, qui, pour ceux qui connaîtront du coup ce qu'il a fait sur Bref, Ah, mais sur d'autres Yann, œuvres il également, est incroyable, c'est un génie, ce mec. et le podcast qu'il fait avec Navo, Un bon disons moment. que il a montré de quoi il était capable au sein de cette émission, et il est encore plus, je le trouve encore plus fabuleux avec ce qu'il a pu nous sortir. Il y a juste, je vais dire, une ou deux personnes que j'étais un peu déçu qu'ils soient présents. Je vais pas forcément dire qui, mais quand je dis ça, c'est qu'on voit que soit ils n'ont pas forcément le niveau, on va dire, ou plus forcément, ou qu'ils n'ont plus tout simplement le niveau. Mais c'était quand même très intéressant. Donc clairement, comme j'ai dit, 6 épisodes. Le truc au total doit durer à peu près 2 heures. Euh, à peu près un peu plus de 2 heures quand même. Mais c'est très intéressant. À noter que du coup, toutes les personnes qui jouent, le gagnant ou la gagnante, généralement, repart avec un don pour son association. Donc c'est pas non plus pour qu'ils s'en mettent plein les fouilles ou juste relancer leur carrière. Et donc, c'est disponible sur Amazon Prime, c'est ça? Amazon Prime, c'est ça. Voilà. Et quelque chose qui est très très drôle, c'est que dans le tout début du premier épisode, quand Lachaud du coup propose de lancer cette émission, il y a la petite pique en mode ah j'ai entendu parler d'émissions qui se faisaient à l'étranger, ce serait intéressant qu'on fasse la même. Et ben oui en fait parce que c'est Amazon Prime qui le fait de base. Voilà. Et donc, voilà. Et donc, du coup, on va pouvoir passer à notre œuvre du samedi, notre dernière œuvre. J'aurai un peu moins de temps que ce que je pensais pour en parler, et j'ai beaucoup de choses à dire sur cette œuvre, malheureusement. Donc, on finira sûrement un petit peu en retard, désolé. Donc, sur samedi, c'est donc l'œuvre qui m'a donné ce sujet. Il s'agit de Dans les angles morts, où le titre original en anglais, que je trouve beaucoup plus intéressant, et je ne comprends même pas qu'il l'ait traduit, qui s'appelle Things Heard Unseen. Qui je trouve est beaucoup plus intéressant. Donc c'est un film qui est une adaptation d'un livre à la base. Et quand je l'ai regardé, alors il faut savoir que quand je l'ai regardé, donc je l'ai vu sortir, je me suis dit, il a l'air intéressant, j'aimerais bien le regarder. La semaine dernière, Xanax, pendant l'émission, m'a envoyé le lien du film en me disant, mate ce film s'il te plaît. Oui, je spoil ce que tu fais en privé, Xanax. Et donc du coup, en fait, après l'émission, j'ai regardé le film. Et je vais pas vous mentir, en 10 minutes, j'ai mis le film en pause. Non pas parce que le film était nul, mais parce qu'au contraire, le film venait de me mettre une claque. Et c'était une claque que je m'attendais pas à voir de ce film. Surtout qu'en plus de ça, donc à ce moment-là, je prends la claque, je vous expliquerai après c'était quoi la claque. Je me dis, c'est que ça doit être une grosse personne du cinéma d'horreur qui a fait ce film. Et je vais me renseigner, et à ma plus grande surprise, donc c'est un réalisateur et une réalisatrice qui ont fait ce film, ils sont deux à avoir réalisé le film, et c'est leur tout premier film d'horreur. Ils ont fait d'autres films avant, ensemble, ils ont fait 4 ou 5 films avant, ensemble, mais c'est la première fois qu'ils faisaient un film d'horreur et en plus une adaptation d'un livre, et ils ont réussi à mettre une claque en termes de cinéma d'horreur. Alors, le film en lui-même est pas forcément bon. L'adaptation en elle-même est pas forcément bonne non plus. Mais le film
est ultra intéressant. C'est-à-dire que c'est un tout premier film d'horreur, et la première scène, celle qui m'a fait mettre en pause le film, celle qui m'a mis une claque, celle qui m'a fait péter un plomb devant le film, c'est au tout début. Je vais vous la spoiler, mais elle se passe très très vite, donc vous inquiétez pas, je vous spoil pas grand-chose. Ça se déroule dans la chambre de la fille, donc c'est une famille qui s'installe dans une maison qui est, semble-t-il, hantée suite à un homicide qui s'est déroulé dans la maison, et on se rend compte de choses assez intéressantes autour de ça, mais je vous en dis pas plus, ça justement ce serait vous spoiler l'histoire. Et donc en fait on se retrouve dans la chambre de la gamine, la caméra filme la gamine sur un plan à peu près pas trop serré, mais pas trop large non plus, donc un peu à cheval entre les deux, et à ce moment-là, ils veulent montrer qu'il se passe un truc derrière, parce qu'il y a une chaise dans la chambre avec une lumière qui clignote, donc on voit la lumière qui commence à clignoter. Donc la caméra tourne un petit peu pour aller vers la lumière, montrer que la lumière clignote, donc on est en train de se dire « Ouh, il se passe un truc », et d'un seul coup, sans nous prévenir, la caméra se brusque d'un seul coup sur la chaise, genre sans nous prévenir, la caméra pouf d'un coup sur la chaise, et d'un seul coup la chaise avance vers nous. En soi, on peut se dire « Bah ouais, c'est un classique du cinéma d'horreur ». Pas du tout. Et je vais expliquer pourquoi, et c'est pour ça que ce film m'a mis une claque. Normalement, quand dans un film on fait ça, quand dans un film on fait cette caméra qui va sur un objet qui bouge d'un seul coup, et ben en fait la caméra bouge tranquillement vers l'objet, parce que on a la lumière qui clignote, qui montre qu'il se passe quelque chose d'anormal, donc on fait monter la tension en prenant le temps d'aller vers cette chaise. Là, eux, ils ont décidé d'aller très vite sur la chaise, et en fait la chaise, au lieu de la bouger comme ce que ferait n'importe qui, c'est-à-dire bah on prend un câble sous la chaise et on tire la chaise, ils ont choisi de faire du stop motion. Ils ont choisi de faire bouger la chaise en stop motion. Et ça, actuellement, je ne connais qu'un seul réalisateur qui l'a fait. C'est James Wan. Et si vous connaissez ce nom, c'est pas pour rien. C'est le mec qui a fait Conjuring, c'est le mec qui a fait Dead Silence, c'est le mec qui a fait Saw. Donc c'est pas une petite bite qui a fait ce truc-là. Et en fait, ce choix de réalisation de faire la chaise en stop motion et de faire la caméra qui bouge d'un seul coup, c'est pour accentuer la violence de la situation. James Wan, il adore faire ça parce que dans ses films, toutes les interactions avec les fantômes, etc., à la différence de ce qu'on fait dans les films d'horreur qui montent en puissance, lui, c'est directement ultra violent, très puissant d'un seul coup. Et ben en fait c'est là pour ça, c'est aussi pour ça qu'on choisit de faire du stop motion, parce qu'en fait quand vous tirez avec un câble, le mouvement que prend la chaise est un mouvement plutôt naturel, on se doute qu'il y a un câble qui est tiré et ça fait pas peur. Alors que si la chaise bouge de manière anormale, d'une manière d'un seul coup, elle prend d'un seul coup sa vitesse d'appoint, alors que normalement elle est censée accélérer progressivement, et elle s'arrête net sans perte de vitesse, qu'en gros elle a la même vitesse entre le début et la fin du mouvement, ce qui est impossible physiquement, et bah ça rend le truc encore plus flippant parce qu'on a vraiment l'impression de voir un événement paranormal. Alors on comprend, quand on voit le truc au vu des traits blancs de la chaise, on se doute quand on connaît les mécaniques que c'est soit du FX, soit du stop motion. Alors là je penche pour du stop motion, mais ça peut très bien être du FX, hein, je ne retire pas l'idée. Mais en tout cas voilà, ça permet d'ajouter un événement très très fort, et on sent par contre de la forte inspiration de James Wan, et c'est pas la seule inspiration qu'on sent de d'autres réalisateurs. Il y a une autre scène dans le film, clairement on sent qu'il y a Flanagan. On sent que c'est du Flanagan, que les mecs ils ont bouffé du Flanagan et ils l'ont bouleversé là. Il y a des inspirations aussi de Steven Spielberg, parce que oui, Steven Spielberg a fait des films d'horreur, je le rappelle. Il en a fait 3, hein. Il a fait Gremlins, Poltergeist et Piranha, le tout premier. Ou le deuxième. Non, je crois que c'est Piranha 2 qu'il a fait. Mais voilà, mais on sent des inspirations de tous ces réalisateurs qui ont apporté une touche, parce que c'est vrai qu'un mec qui fait du blockbuster, qui va faire du film d'horreur, et qui arrive à faire de très bons films d'horreur, bah c'est rare, et il l'a fait, Spielberg, mais voilà, et on sent qu'ils le font. Le seul truc, et c'est pour ça que c'est pas forcément un très bon film, j'essaie de faire vite, hein, c'est pour ça que je speed un petit peu mon explication, mais en fait, le seul problème qu'il y a avec ce genre de choses, c'est qu'en fait, ils ont mis trop d'inspirations différentes d'un coup, et on sent pas de grand fil rouge entre les événements paranormaux, entre l'horreur qui se déroule dans le film, on sent pas une grande maîtrise sur ce qui se passe, ce qui est logique pour un premier film d'horreur, mais c'est dommage parce que ça casse un peu l'ambiance, ça casse un peu l'effet horrifique qu'ils veulent caler dans leurs effets, parce qu'il y a un petit peu trop d'inspirations variées et différentes qui cherchent des choses différentes, parce que James Wan, lui, il cherche à se baser sur la violence de la situation, Spielberg, il cherche plutôt à se baser sur un ensemble d'événements qui se déroulent les uns après les autres, c'est l'enchaînement des choses qui fait qu'on n'a pas de temps pour respirer et qui nous étouffe d'événements qui se déroulent, même si au final ils sont pas très puissants les uns les autres, mais leur enchaînement rend le truc de plus en plus lourd et de plus en plus puissant et nous pèse, là où Flanagan lui est plutôt dans il va se passer un truc mais personne n'est au courant, il y a que vous, et ça vous met une grosse pression parce que t'es en mode putain mais il se passe un truc, fais quelque chose, retourne-toi, fais quelque chose, et en fait c'est sur ça que se base Flanagan, et il adore faire ça et ça se voit. Mais en fait le problème c'est que mettre les trois ensemble, bah ça va pas, c'est pas trois manières de filmer qui vont ensemble. On a d'un côté de la tension qui se base sur de la lenteur, de l'autre côté la tension qui se base sur de l'enchaînement très très rapide de choses et un étouffement, et de l'autre côté une violence qui se déroule sur un événement très précis qui va être filmé d'une certaine manière très précise pour être très violente. Donc c'est trois manières différentes et on les retrouve dans le même film, donc c'est un peu dommage.
L'adaptation est pas bonne de ce que j'ai entendu, je n'ai pas lu le manuel d'origine, mais en tout cas toutes les critiques sont à peu près unanimes là-dessus sur le fait que c'est pas une bonne adaptation. Mais en tant que premier film d'horreur, ils ont réussi quand même à maîtriser certaines techniques qui sont très rares, enfin et très dures à maîtriser et que certains ont mis du temps à maîtriser. Et c'est très prometteur. Et c'est pour ça que je vous conseille de vous intéresser à ce film et de le regarder pour voir un petit peu aussi toutes ces choses-là. Si vous êtes vous-même réalisateur et vous vous intéressez au cinéma d'horreur, regardez parce que vous allez voir cette manière de mettre en situation de l'horreur qui est très intéressante. Et surtout, je vous conseille aussi de vous intéresser aux 2 réalisateurs qui sont derrière ce film. Je n'ai plus leur nom en tête et j'ai pas le temps de les chercher. Mais je vous conseille de vous renseigner parce que s'ils se refont des films d'horreur, il y a moyen qu'avec le temps, ils apprennent à maîtriser ce qu'ils ont essayé de faire dans ce film et qu'ils arrivent à faire de très très bons films d'horreur par la suite. Mais du coup, très bref bilan sur les films et les œuvres qu'on vous recommande de regarder cette semaine. Dimanche soir, je vous conseille de regarder Django Unchained qui sera diffusé sur France 2. Lundi soir, je vous conseille de regarder Jean-Claude Van Johnson qui est disponible sur Amazon Prime. Mardi soir, je vous conseille de regarder Le Blues de Ma Rainey disponible sur Netflix. Mercredi soir, je vous conseille de regarder Upload disponible sur Amazon Prime. Je vous conseille de regarder jeudi soir If Anything Happens I Love You, il faut que je reprenne mon souffle, qui est disponible sur Netflix. Vendredi soir, je vous conseille de regarder LOL, Kiri sort, la version française avec Philippe Lachaud et sa clique, qui est disponible sur Amazon Prime. Et je vous conseille de regarder Dans les angles morts ou Things Unseen, qui est disponible sur Netflix. Et c'est à peu près tout, et on se retrouve du coup la semaine prochaine, où on va parler de la fameuse réouverture des cinémas, comment ça va se passer. On vous tiendra au courant de tout ça, on va se renseigner, et on vous dira tout ça la semaine prochaine. Bonne soirée à tous et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao tout le monde. Bye bye.